proposé par Hype FM. Bonjour, l'insurrection du 18 février 1921 a longtemps été célébrée en diaspora comme une des expressions de la lutte contre le régime soviétique et de la volonté d'indépendance. L'historiographie soviétique a, elle, considéré qu'il s'agissait d'une aventure insurrectionnelle au service de l'impérialisme. Nous parlerons histoire aujourd'hui dans ce quart sur table avec Anaïs Termination, qui fait partie de la promotion du 1er janvier de la Légion d'honneur en tant que chevalier, et on sait que la médaille lui sera décernée à l'occasion d'une cérémonie officielle. Anaïs Termination, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux pour vous et pour tous les autres qui ont reçu cette médaille, la Légion d'honneur, qui vont la recevoir bientôt. Et nous parlerons aujourd'hui donc de cette date, le 18 février 21. Alors, avant de rentrer dans l'histoire, quelle est pour vous la symbolique, vous qui avez fait tant de conférences sur ce sujet, et depuis quelques années, depuis que l'Arménie est indépendante, on oublie un petit peu l'importance de cette date. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, j'ai été un peu surprise que vous m'ayez invité aujourd'hui pour parler de la commémoration du 18 février 1921, parce qu'il me semble que ces dernières années, cet événement était un peu tombé dans l'oubli, ne fût-ce que à cause de l'importance des crises du Moyen-Orient, de l'affaire du Karabakh qui est toujours présente, des difficultés économiques et sociales, voire politiques de la République d'Arménie. Donc on a un peu, et puis de la disparition de l'Union soviétique, on a un peu oublié cet événement du passé autour duquel la Fédération révolutionnaire arménienne, le Tashnaktsutyun, a pendant des années fait des commémorations presque aussi importantes, si ce n'est aussi importantes que la commémoration du 28 mai 1918. D'ailleurs, à ce propos, je vais citer le camarade Garos Assouni, mort depuis longtemps, que vous avez peut-être connu à Beyrouth quand vous étiez jeune. Ah, pas moi, non. Non, bon. Voici son livre. Bon, Garos Assouni, nous avons là les mémoires de Garos Assouni, mais il y a aussi un petit ouvrage de Garos Assouni dont je voudrais rappeler l'existence à nos auditeurs. C'est une nouvelle de Garos Assouni, écrivain, qui raconte son enfance dans le Sassoun, et dans laquelle, publié par les éditions Parenthèses, le chasseur, Viken Klak, c'était son nom de plume, il y a une postface où je rappelle la biographie de Garos Assouni, et en particulier, je rappelle que Garos Assouni a fait partie du comité, de salut public. De salut de la patrie, créé en 1900, justement, le 18 février, les jours qui suivent 1921, et qu'il a lui-même publié à Beyrouth en 1970, un ouvrage à peu près introuvable aujourd'hui, en tout cas dans la diaspora, qui est consacré précisément à ces événements du 18 février 1921. Bon, dont je n'ai eu que quelques bonnes pages, moi, parce que je n'ai pas ce livre sous la main. Donc, c'est un événement qui, selon Garos Assouni, n'a pas eu la même importance dans le thème. Le mot d'ordre n'était pas l'Arménie indépendante et réunifiée. L'Arménie indépendante, oui, puisqu'il s'agissait de rétablir, de restaurer l'indépendance de l'Arménie qui avait été soviétisée, nous verrons tout à l'heure dans quelles conditions, le 29 novembre ou le 2 décembre 1920, on reviendra sur ces deux dates, mais ça a été un événement qui a uni c'est-à-dire les Arméniens occidentaux, c'est-à-dire les réfugiés arméniens de Turquie, qui se trouvaient installés plus ou moins bien sur les flancs du mont Aragat. Vous savez que l'Arménie, il y a deux grands volcans, enfin historiques, il y a Ararat et en face Aragat. Bon, les Arméniens d'Arménie, si on peut dire, les Arméniens orientaux, du Caucase, qui étaient en situation un peu, comment dirais-je, non pas conflictuelle, mais en tous les cas dans une situation qui n'était pas équivalente au moment où l'Arménie indépendante avait été constituée. Je vous rappelle cet acte extrêmement important de 28 mai 1919,
qui était l'acte par lequel les Arméniens occidentaux présents en Arménie avaient obtenu une déclaration sur Azat Angar Yemiatial Hayastan, c'est-à-dire avaient vraiment martelé cette idée qu'il ne pouvait pas y avoir d'Arménie indépendante sans l'extension, j'allais dire l'annexion, mais c'est pas le bon terme, l'extension des territoires de l'Arménie indépendante au territoire de l'Arménie historique en Turquie. Voilà. Alors justement, parlons du contexte. Vous l'avez dit, le 2 décembre, pour l'historiographie bolchevique, c'était le 29 novembre. L'Arménie n'est plus indépendante, elle devient soviétique. Alors, pourquoi 3 mois après, tout d'un coup, les Tashnaktsagan, qui étaient au pouvoir pendant 2 ans et demi, reviennent, il y a une révolte et vous allez nous expliquer, est-ce que c'était une révolte comme le communisme ou les soviétiques le disaient, une insurrection préparée par les forces extérieures, ou c'était vraiment quelque chose de spontané? Bon, c'est une histoire très compliquée qui va demander à nos auditeurs, une grande attention. Bon, alors, vous savez comme moi, alors il faut revenir à la situation de cette Arménie dont l'indépendance avait été proclamée à Tiflis, enfin, le 28 mai 1918, mais où le premier gouvernement arménien Kachaznouni ne s'est installé que l'été 1918. Ce gouvernement était venu de Tiflis à Yerevan. Et nous n'allons pas refaire ce que nous avons fait déjà à plusieurs reprises, y compris avec le professeur Richard Ovanessian qui a publié 2500 pages sur les 2 années et demie, 2 ans d'indépendance de la République d'Arménie. Entre parenthèses, d'ailleurs, j'annonce que ce livre est en train d'être traduit en arménien et que je suppose que le professeur Richard Ovanessian va en donner une édition arménienne, probablement en Arménie, j'ignore, mais c'est important. Parce que le livre est écrit en anglais, c'est ça? Pardon? Le livre est écrit en anglais. Oui, le livre est écrit en anglais, donc accessible aux Arméniens des États-Unis, un peu moins pour les Arméniens de France, pour l'intelligentsia arménienne cultivée en Arménie, mais il y a chez lui la volonté de populariser, si on peut dire, un ouvrage de 2500 pages. Bon. Alors, dès le début de cette histoire de la République d'Arménie, il y a la reconnaissance de ce bout de territoire qui est devenu un État arménien, et je mets des guillemets à État, après 6 siècles de disparition de tout pouvoir politique arménien. Le dernier grand royaume, c'est le royaume de Cilicie. Au XIVe siècle, disparaît. Après, il reste quelques principautés à l'est, mais on ne peut pas dire qu'il y a une monarchie arménienne ou une principauté arménienne digne de ce nom. Donc, cet État, la première chose à faire, c'est de faire reconnaître l'espace de cet État, c'est-à-dire d'établir, qu'on le veuille ou non, des frontières. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le problème des frontières est un problème qui est devenu extrêmement sensible en Occident, en Europe, là au moment où je vous parle, devant le problème des réfugiés, etc., etc., les problèmes de l'Europe, qu'est-ce que l'Europe, quels sont les frontières de l'Union européenne. Donc, le problème des frontières, terme souvent critiqué par les intellectuels de gauche en général ou les historiens de gauche, est quand même un problème qui est redevenu essentiel aujourd'hui. Or, l'Arménie est peuplée, ce petit bout de territoire, qui au début n'a que 10 000 kilomètres carrés, traité de Batoum, juin 1918, 10 000 kilomètres carrés, va s'étendre après la fin de la guerre, c'est-à-dire après que l'Empire ottoman ait été vaincu, et que par l'armistice de Moudros, en 30 octobre 1918, l'Empire ottoman abandonne la guerre, baisse les armes et accepte, à mon avis du bout des lèvres, l'évacuation par l'armée turque, par l'armée ottomane, disons ce sera plus juste, des territoires occupés, donc une partie de l'Arménie. Puisque l'Arménie, c'est un petit bout de territoire, 10 000 kilomètres carrés. Bon. Alors, si on refait dans les grandes lignes l'histoire de l'Arménie, nous savons que ces 10 000 kilomètres carrés, grâce, à la passivité des Anglais, et puis grâce au bon gouvernement khadician, grâce à l'armée arménienne qui s'est reconstituée sous la houlette des généraux venus de l'armée russe,
généraux arméniens de l'armée russe, le territoire de l'Arménie s'est étendu jusqu'à 40 000 km² en prenant à l'intérieur de ses frontières la région de Gars, qui est fondamentale, un petit bout de la région d'Ardahan, mais pas le Lori dans son entier, pas Khalkhalak, puisque dès le début de cette période, au mois de mai 1918, il y a eu un conflit avec la Géorgie, qui fait que le Djavar, Khalkhalak, comme vous le savez, est resté du côté de la Géorgie, que même si les Arméniens du Lori, c'est la province arménienne traditionnelle de cette région, avec les fameux monastères de Arbat et Sanaïn. Bon, oui. Magnifique. Bon, s'y sont opposés. Et puis de l'autre côté, si je puis dire du côté de l'Est, il y a un problème qui n'est absolument pas résolu, qui est le conflit avec ce qui est devenu l'Azerbaïdjan, avec les Azeris, que on appelait, nous et les Russes, des Tatars, jusqu'en 1914. Donc, le conflit avec l'Azerbaïdjan porte sur, alors, le Karabakh, le Zangezur et le Nakhichevan, s'il vous plaît. 3 territoires occupés en partie par des Arméniens, en partie par des Tatars, et ces Tatars sont présents jusqu'au cœur de l'Arménie, jusqu'à Yerevan, dans la plaine de l'Ararat, puisque la première année où je suis parti seul en Arménie, ça devait être en 1971, avec une mission universitaire, parce que j'étais déjà là en Arménie, mais dans d'autres conditions. J'ai été reçu à l'université de Yerevan, et le premier cours, l'unique cours d'ailleurs auquel j'ai assisté, le professeur en titre de l'histoire de l'Arménie a interrogé ses étudiants, pour moi, en ma faveur, en disant « Voulez-vous dire qui occupait le territoire sur lequel se trouve actuellement notre université ?» Alors un ou deux étudiants ont levé la main, ont dit « Mais madame, mais monsieur, c'était le quartier des Tatars, c'est-à-dire quartier occupé par les Tatars, et que, en effet, le gouvernement bureau, le gouvernement du Tashnak-Tsutyun, a chassé au cours de l'été 1920. » Bon. Donc, problème essentiel, problème des frontières, problème territorial, on a vu, avec la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan. Il ne reste pas de conflit avec l'Iran. C'est, je dirais, le seul voisin avec lequel il n'y a pas de conflit territorial. Ajoutez à cela que l'Arménie est encombrée de centaines de milliers de réfugiés, dont au moins 1/5 sont des orphelins. Et vous avez une idée de ce que Kachaznouni, le premier premier ministre de l'Arménie, avait appelé le chaos arménien. Bon. Alors, pour sortir de ce chaos, il y a plusieurs problèmes, des problèmes intérieurs, évidemment, mais des problèmes extérieurs. La grande tâche de la délégation de la République arménienne à Versailles, enfin à Paris, où se tient la grande conférence de la paix après la Première Guerre mondiale, dirigée par Avedis Aharonian, qui est en concurrence avec la délégation nationale arménienne, elle, dirigée de longue date déjà, enfin au moins depuis 1912, par Noubar Pacha. Par Noubar Pacha. Noubar Pacha, non? Non, pas Rouben Pacha. Noubar. Ah, Noubar Pacha, pardon, j'ai mal compris, excusez-moi. Bon, par Noubar Pacha, avec d'ailleurs des divergences sur ce que doit être l'Arménie. Noubar Pacha est en fond, représente les Arméniens occidentaux et obnubilé par le problème de la Cilicie et jette un regard un peu lointain, voire un peu méprisant sur cette Arménie caucasienne. Et par contre, les vainqueurs, c'est-à-dire essentiellement à l'époque la France et l'Angleterre, les Américains se sont un peu retirés de l'affaire, les Russes sont en pleine guerre civile, donc pour le moment ils n'appartiennent pas du tout aux décideurs. Les décideurs, c'est bien les Français et les Anglais, acceptent difficilement, mais vraiment très difficilement, la reconnaissance de facto de l'Arménie en janvier 1920. Quand on lit les travaux de Richard Hovhannissian, quand on lit les témoignages des hommes politiques de l'époque, ils considèrent que là, ça a été une grande faute des alliés, des vainqueurs, d'avoir mis si longtemps à reconnaître de facto, c'est-à-dire de fait, l'existence de ces 3 républiques, l'Arménie étant la dernière à être reconnue. L'argument du côté à Londres ou à Paris, c'est de dire oui, mais
l'affaire arménienne était plus compliquée que celle des Géorgiens ou des Azeris parce qu'il fallait résoudre le problème de l'Arménie turque. C'est-à-dire là où il y avait eu, on ne disait pas le mot génocide, il n'existait pas, des massacres arméniens dont la population avait été déportée, et il fallait savoir quelle extension territoriale on allait donner à ce nouvel État. Bon, ça, c'est le passé. Plus tard, faisons un saut dans l'année, janvier 1920. Août 1920, c'est l'événement auquel même encore les plus sceptiques sont attachés, ne fût-ce que pour le rappeler. C'est le fameux traité de Sèvres de 10 août 1920. Traité de Sèvres en 400 et quelques articles, qui sont signés, traité de Sèvres qui est signé entre le représentant du sultan Mehmed VI, qui est à Istanbul, qui ne représente plus grand-chose. Bon. Et les Alliés, qui vont signer ce traité de Sèvres, mais des Alliés qui déjà occupent, je veux dire les Anglais et les Français, une partie de l'Empire ottoman, c'est-à-dire en gros les pays arabes, et qui n'ont pas l'aval des États-Unis, mais qui, dans le traité de Sèvres, précisent que c'est le président Wilson, encore aux affaires, pas pour longtemps, pour quelques mois encore aux affaires, qui va préciser les frontières de cette Arménie. Laquelle République d'Arménie reconnue, alors cette fois-ci de juré, ça c'est vraiment le de juré, bon, on peut au moins garder cet article-là, l'Arménie est reconnue par les grandes puissances, et en même temps, à côté, il y a des lignes qui sont consacrées à un Kurdistan autonome dont les frontières ne sont pas précisées, mais qui, visiblement, quand on regarde une carte ou quand on essaye de regarder une carte ou d'imaginer l'avenir, on voit bien que ces deux États vont se chevaucher quelque part. Du côté d'entre Van ou Erzurum et Diyarbakir, pour citer, ou entre Bitlis et Mouche, pour ne citer que ces régions-là, pour ne pas aller plus loin. Bon, ce traité de Sèvres, même si Wilson a été chargé de préciser ces frontières futures de l'Arménie, n'est pas reconnu par les États-Unis. Pas plus que les États-Unis n'ont accepté de co-signer le traité de Versailles. Ça, c'est extrêmement important. L'avenir du traité de Sèvres, vous le connaissez en quelques mots. Du côté arménien, ce traité de Sèvres, signé par le représentant du sultan et calife, en même temps, des musulmans, Mehmed VI, assis à Istanbul, entre en conflit avec la réalité des forces turques, je dirais, non, je ne dirais plus ottomanes, sur le terrain, à savoir que une partie de l'armée turque ou de la classe politique turque est insurgée contre le pouvoir à Istanbul, contre la collaboration de ce pouvoir ou sa soumission, on peut interpréter les mots comme on veut, avec les Alliés, et c'est à la tête de ce mouvement, il y en a d'autres, mais enfin il y a un général qui va avoir un avenir extrêmement brillant, qui est Mustafa Kemal, qui s'est retiré à l'intérieur de l'Anatolie, et qui à partir de Sevaz, d'une part, et ensuite d'Erzurum, d'autre part, va lancer des mots d'ordre d'insurrection et de résistance, à la fois aux Alliés, à la fois au pouvoir ottoman, c'est-à-dire au pouvoir du sultan, et à la fois contre ce traité de Sèvres qui dépaisse l'Empire ottoman et qui ne laisse même plus aux Turcs, même pas l'Anatolie, puisque sur cette Anatolie, on a fait des promesses aux Grecs, tant du côté de Smyrne que du côté de Trébizonde. On a donné aux Arméniens un territoire à définir, on a établi un Kurdistan, et les Anglais et les Français ont déjà pris en main les territoires arabes. Je voudrais même, alors les territoires arabes, c'est-à-dire ceux qui vont devenir les États arabes aujourd'hui, c'est-à-dire les Anglais en Jordanie et en Palestine, on a donné l'indépendance
au Yémen et à l'Arabie Saoudite, qui sont du coup détachés aussi de l'Empire ottoman. Le traité de Sèvres ne reconnaît plus les droits déjà anciens de l'Empire ottoman sur l'Égypte. Le traité de Sèvres accorde Chypre aux Anglais. Chypre deviendra indépendant. Les îles du Dodécanèse, les îles grecques du Dodécanèse à la Grèce. La Libye, ce qui est la Libye actuelle, aux Italiens. Enfin, il ne reste plus que cette Anatolie qui doit être partagée entre les Arméniens et les Kurdes. Bon, la réponse, vous la connaissez aussi bien que moi. Sur l'ordre de Mustafa Kemal, le général ottoman, Kazım Karabekir, qui est un personnage, je dirais presque sympathique. C'est un général intelligent, c'est pas du tout une brute épaisse. C'est un homme politique. Attaque l'Arménie le 23 septembre 1920, c'est-à-dire 4 semaines après le traité de Sèvres. L'intention est évidente. Il s'agit sur le terrain de conquérir l'espace et de ne pas attendre la proclamation de Wilson, qui elle arrive le 22 novembre 1920, lorsque l'Arménie déjà, ou en tous les cas le gouvernement arménien a cessé d'exister. Mais l'Arménie existait encore de juillet. L'Arménie existe encore. C'est très important. Alors, du 23 septembre au 30 octobre 1920, l'armée arménienne de la République d'Arménie, qui a été grossie par des appels à la mobilisation des hommes de jusqu'à 35 ans. Tous les hommes valides jusqu'à 35 ans. L'Arménie, je vous ai dit, c'est un petit pays qui doit avoir 700-800 000 habitants, dont au moins un tiers de réfugiés, dans un état épouvantable. Même si ça va mieux en 1920, parce que le blé américain est arrivé par Batoum, et que les Géorgiens ont laissé passer ce blé. La famine a été jugulée. Les grandes épidémies ont été jugulées. L'Arménie commence à vivre. Bon. Alors, à la tête de cette armée, quelle est la nature du gouvernement? C'est ce qu'on appelle le gouvernement bureau. Le gouvernement bureau, c'est-à-dire un gouvernement dans lequel, ce qu'on appellerait aujourd'hui le Conseil des ministres en France, avec un Premier ministre, comprend alors les membres du bureau du Tashnakhtutun, c'est-à-dire depuis 1919 l'unique bureau. Je vous rappelle que le Tashnakhtutun, si on fait l'histoire du Tashnakhtutun a eu 2 bureaux, occidental et oriental, même 3 à partir de 1913. Il y avait un bureau d'Erzurum. Bon, là, en 1919, il n'y en a plus qu'un seul. C'est celui qui est à Yerevan. Et au moment du 9e congrès du Tashnakhtutun, en 1919, où on prendra la décision d'ailleurs de l'opération Némésis, mais ça c'est une partie secrète, il est dit dans les textes que jamais le gouvernement de l'Arménie et le bureau ne pourront être confondus. Ce sont 2 choses différentes. L'État, ça c'est le point de vue Radissyan, Alexandre Radissyan, qui est peut-être qui a été Tashnakhtsegan, mais qui a été probablement le seul homme d'État arménien, qui avait une grande expérience déjà de l'époque de l'administration russe, de tsariste. Et le bureau, alors dans ce bureau, je ne vais pas vous énumérer tous les membres du bureau. Alors pourquoi ce gouvernement bureau? Depuis quand ce gouvernement bureau? Le gouvernement bureau a été... Alors cette confusion entre les deux s'est faite sous l'impulsion des événements suivants, le 1er mai 1920, le 1er mai, donc avant le traité de Sèvres, etc. Il y a eu, à l'appel des Arméniens de Bakou, l'Azerbaïdjan venant d'être soviétisé par l'armée rouge, très exactement la 11e armée rouge. L'Azerbaïdjan avait un gouvernement social-libéral, un peu comme le Tashnakhtutun jusqu'à cette date-là. Les communistes arméniens, peu nombreux, qui se trouvent surtout, je dirais maintenant, à l'étranger, enfin, hors de l'Arménie, lancent un mouvement mal préparé, d'insurrection contre le gouvernement arménien à Yerevan, mais surtout à Gümrü. À Gümrü, Alexandropol, Gümrü. Et là, cette insurrection communiste, dont les détails sont connus, sur lesquels l'historiographie soviétique, pendant des dizaines d'années, a écrit des chapitres et des livres et des conférences et des accusations contre les Tashnaks, le mouvement est jugulé violemment. C'est là qu'on retrouve notre Garo Sassouni, il sera gouverneur de Gümrü, et il se constitue
dans la crise, un gouvernement bureau qui comprend, alors, sous la houlette de Hamo Anjanian, qui est président du Conseil, je ne vais pas vous décliner tous, mais je vais donner le nom de celui qui va jouer quand même un rôle assez important, c'est Rupen Derminassian, qui devient à la fois ministre de l'Intérieur et ministre de la Guerre, en tant que vieux fédaï, et qui va donner l'ordre et obtenir d'ailleurs le résultat d'écraser le mouvement communiste un peu partout, mais surtout à Gümli. Bon, écraser, ça veut dire arrêter, fusiller, etc. Bon, rétablir l'ordre, ça c'est Garo Sassouni qui sera chargé de faire ça. Gouverneur de Gümli, jeune militant sassouniote. Bon, et là, je crois qu'il faut attirer l'attention de nos auditeurs sur des choses qui sont totalement oubliées. C'est que pour les Arméniens du Caucase, nés à Yerevan, nés à Tiflis, nés à Nord-Nakhichevan, nés à Bakou, nés un peu partout dans le Caucase, parce que les Arméniens étaient déjà très dispersés à l'époque, dans toute la région du Caucase et du Piémont caucasien, au fond, l'indépendance de l'Arménie, qui s'était faite sur leur territoire, n'avaient pas cette importance vitale. Ils étaient un peu toujours, plus ou moins, en tous les cas les intellectuels, nostalgiques de l'époque tsariste, de l'époque où il y avait la littérature russe, la musique russe, l'opéra russe à Tiflis, où ils avaient eux-mêmes fait des études dans les quelques universités auxquelles ils avaient eu accès, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Kharkov, etc. Non, Kharkov, non, non pas à Kharkov, à Kiev. Bon. Et qui au fond était moins concerné par cet État. Par contre, la chose est totalement différente pour les réfugiés arméniens survivants de l'insurrection de Van et les plus rares réfugiés arméniens survivants des massacres de Mouch et du Sassoun. Alors, Sassouni appartient à cette espèce, mais il y en a d'autres. Il y a ceux qu'on appelle les Maouzertsi. Il y a ceux qui, en 1917-18, ont fui le retour de l'armée turque. Alors ça fait partie des derniers épisodes de la Première Guerre mondiale à Mouch et à Van, et qui, encadrés par les militants Tachnak, des quelques milliers d'Arméniens du Sassoun de Mouch ont été installés sur les flancs du mont Aragat et dans une petite ville qui maintenant, dont le nom est devenu très populaire, qui est Tallinn. Ah oui. Tallinn, qui est devenu un nom de petites filles un peu partout dans le monde, mais c'est très rare que les gens savent pourquoi les petites filles s'appellent Tallinn aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente dans l'imaginaire arménien, dans l'imaginaire, c'est Hagop Shagan, le premier qui a appelé sa petite fille Tallinn. Hagop Shagan connaissait l'histoire du peuple arménien. Donc, ce que ça pouvait représenter à la fois comme symbole de résistance, mais aussi comme symbole d'implantation dans cette nouvelle république des Arméniens de Turquie. Bon, je ne vous étonnerai pas, j'étonnerai pas nos auditeurs si je dis que les plus ardents défenseurs de l'indépendance de l'Arménie, ce sont ces éléments-là. Je vais citer Sassoun Timoucher, Sassoun Timoucher qui, avec sa famille ou ce qui reste, quand on dit famille, c'est toujours des reliquats de famille, Ce sont des orphelins, c'est 2 personnes d'une famille dont 8 autres membres ont été massacrés, qui sont vraiment intolérants et totalement, comment dire, au moins pour le moment, imperméables à la doctrine marxiste. Alors que, compte tenu de la révolution russe qui est en marche depuis février 1917, un peu partout, les intellectuels et les artistes arméniens d'Arménie ou du Caucase sont très proches par leur mentalité et par leur savoir à la doctrine marxiste, à un socialisme humanitaire, on ne sait pas encore très bien la nature du bolchevisme. Pourtant, entre 18 et 20, la guerre civile sévit dans toute la Russie. C'est une guerre civile féroce qui fait des millions de victimes. Si on y ajoute les victimes de la grande famine de 1920-21, qui sera jugulée grâce à l'aide des Américains à l'époque. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, donc, dans cette situation-là, nous sommes dans cette situation-là, où le gouvernement bureau s'est installé
contre, enfin c'est un peu la légalité, j'allais dire constitutionnelle, mais il n'y a pas de constitution encore en Arménie. Pas encore. Bon, donc il n'y a pas de violence. Il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu, il n'y en a pas encore eu. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'en aurait pas eu, mais il n'y en a pas eu. C'est une république, une démocratie libérale, entre guillemets, sans constitution. Quelle est l'action du gouvernement bureau, et en particulier du Tashnak Tsutyun de Rupen, donc disons entre mai et août 1920, août-septembre 1920, c'est de libérer la plaine de l'Ararat, Araratian Tasht, toute la région, de la présence des Tatars. Bon. Le point de vue de Rupen, qui est un homme assez secret, qui, lui, a derrière lui l'expérience de Fedaï dans la région de Mouch Sassoun, qui est un peu sans illusion sur la capacité ou la volonté des grands alliés, la France et l'Angleterre, de venir ou de pouvoir venir en aide à l'Arménie, ou même des États-Unis de venir en aide à l'Arménie, puisqu'il y a une chose que je n'ai pas encore rappelée, c'est que le 1er juin 1920, le Sénat américain vient de refuser un mandat sur l'Arménie. Bon, un mandat sur l'Arménie. Tout à l'heure, j'ai fait allusion au fait que les Anglais avaient pris des mandats sur la Palestine et la Jordanie. Je n'ai pas rappelé que la France avait pris un mandat sur la Syrie, la grande Syrie, qu'elle a immédiatement divisée en Syrie et en Liban. Ceci pour rappeler que les événements actuels de Syrie, dans les événements actuels de Syrie, les Français ont une grande responsabilité historique dans le passé. Ils ont divisé la Syrie et le Liban parce que le Liban est une région où il y a un peu plus de chrétiens, d'institutions françaises, qu'elles soient culturelles ou économiques. Et puis, les Français ont obtenu, rappelez-vous, un mandat sur la Cilicie. Un mandat sur la Cilicie qu'ils lâcheront au début de l'année 1921, en gardant seulement, ça fait partie du traité de Sèvres, en gardant seulement le Sandjak d'Alexandrette qu'ils rendront en 1939 à la veille de la Première Guerre mondiale. Bon. Donc voilà la situation générale. Et au passage, je voudrais rappeler une dernière chose qui me paraît essentielle. Ce traité de Sèvres n'a été ratifié par aucun État, pas plus par l'État turc, qui a signé au nom du sultan, que par les États signataires, la France, l'Angleterre et les autres puissances co-signataires du traité de Sèvres. Évidemment pas par l'Arménie, puisqu'elle va être emportée par la vague qui a été elle-même créée par le traité de Sèvres. Là. Par contre, si on regarde un peu froidement la carte du Moyen-Orient aujourd'hui, on peut constater que les conséquences du traité de Sèvres, c'est tous les États arabes tels qu'ils existent aujourd'hui dans les frontières actuelles. Remise en question par Daesh et remise en question par ce qui est en train de se passer sur le terrain. En détermination, je vais vous demander de faire un saut sur la période, la fin de la République pour aller justement attaquer l'angle et l'histoire du 18 février. Donc, si nos auditeurs peuvent suivre encore cette véritable conférence que je n'avais pas du tout l'intention de faire. Avec beaucoup d'intérêt, Je rappelle que Kazım Karabekir attaque l'Arménie le 23 septembre 1920. Que les armées qui sont face à face sont à peu près égales en nombre. Qu'on vienne pas me dire que les Turcs étaient plus nombreux que l'armée arménienne, etc. La différence, c'est que dans les deux cas, la guerre dure depuis 1914. C'est-à-dire ces peuples, que ce soit les Turcs ou les Arméniens, ont subi 7 années de guerre. 7 années de guerre. Sous une forme ou sous une autre. Qu'elle soit locale ou internationale. Internationale jusqu'en 18, et puis ensuite locale, puisque les Arméniens, depuis 1918, se battent, non pas du côté de la Géorgie, mais du côté du Nakhitchevan, du Zangezur et du Karabakh. Bon. Et quant aux Turcs, ils se battent contre les Grecs, qui ont des prétentions sur Smyrne et sur cette Trébizonde, et qui vont vaincre d'ailleurs en faisant appel au milli, au peuple, à la nation turque, qui se crée à ce moment-là. Parce que jusque-là, les Turcs, je dis ça en arménien parce que c'est exactement l'expression que j'ai 1000 fois entendue. Les Turcs eux-mêmes étaient considérés comme un élément
de l'Empire ottoman, et en tous les cas pas l'élément majoritaire. Bon, il s'agit pour Mustafa Kemal de créer une Turquie sur ce territoire. Et je voudrais au passage rappeler que les grands massacreurs d'Arméniens ou les grands responsables, en particulier Talyat, en particulier Enver, même Cemal, sont des hommes politiques qui venaient des Balkans ou qui se sont battus dans les Balkans, et que les Balkans ont été perdus, l'Europe turque a été perdue en 1913, et qu'ils ont reflué, eux aussi en Asie mineure, avec les réfugiés musulmans. Donc il s'agit de créer une Turquie, là aussi. Bon, c'est dans ce méli-mélo effroyable que l'armée arménienne doit se battre. Ben, elle est démoralisée, il n'y a pas d'armement, elle n'a pas d'avion, car déjà la guerre est aérienne. Bon. Si elle a des fusils, les armes que les Américains ont envoyées ne correspondent pas les munitions au calibre des fusils. Bon, des détails comme ça. Il n'y a pas de nourriture. La paysannerie arménienne est complètement excédée. Ces centaines de milliers de réfugiés sont arrivés dans un pays qui est à 90% paysanne, rurale, en 1918. L'armée arménienne cède devant l'impétuosité d'une armée turque qui était aussi constituée de va-nu-pieds, faut pas exagérer, ils n'étaient pas tellement mieux nourris, mieux habillés, un peu mieux armés, mais qui ont à leur tête un général aguerri compte déjà dans la lutte contre les Alliés pendant la Première Guerre mondiale, Kazım Karabekir. Du côté arménien, on s'était pas battu sur un grand front. Il y avait pas cette même expérience. Silikan ou Nazarbekian, c'était quand même Bachabaran, etc. Sardarabad, c'est pas quand même des très très grandes batailles. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, l'armée arménienne cède. Elle recule. Et la plus grande catastrophe, c'est la chute de Gars. Le 30 octobre 1920, je vous renvoie au roman de Constanzalian, Navel et Rambra, qui a complètement transformé cela avec toute la liberté d'un écrivain, pour montrer la catastrophe dans laquelle il y a des officiers arméniens qui se suicident. La population arménienne de Gars c'était une ville au tiers arménien. Ce n'est pas une ville totalement arménienne, mais 30% arménienne. Un nouveau flot de réfugiés, de femmes, d'enfants qui fuient l'armée turque, qui avance, qui massacre, qui fait peur, qui fait exprès, et qui s'empare surtout de cette forteresse réputée imprenable du temps des tsars, et qui met la main surtout sur un énorme réservoir d'armement. Que l'état-major arménien n'a pas su utiliser, et que le ministre de la guerre, Ruben Termination, à partir de Yerevan, n'a pas su dynamiser, disons. Je ne sais pas quel mot il faut utiliser. 30 octobre. 7 jours après, le 7 novembre, l'armée turque de Kazım Karabekir campe à Gümrü. Et Gümrü est à quelques heures de Yerevan. Bon, c'est la catastrophe, 7 novembre. Alors, dans cette situation absolument terrifiante, que faire? Aucun espoir d'une aide extérieure. Les Géorgiens, la Géorgie est à l'époque un État socialiste dirigé par des Mencheviks, qui sont les frères ennemis des Bolcheviks. Bon, on va pas refaire cette histoire, mais bon, les Mencheviks sont beaucoup plus sympathiques, d'abord parce qu'ils n'ont pas eu encore l'occasion d'exercer des talents d'oppression. De gouvernement révolutionnaire. La Géorgie est un État reconnu non seulement par la Russie, par Moscou, mais reconnu aussi par les États occidentaux, puisqu'on avait dit reconnu de juré. Bon. Et mieux encore, comme les mencheviks sont socialistes, des délégations socialistes sont arrivées de France, de Grande-Bretagne, de Labour, le Parti socialiste français, le Parti socialiste, la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, les Italiens. Il y a eu des délégations entières de socialistes qui sont venus admirer à Tiflis, d'abord une ville très jolie, un peuple joyeux, sachant faire la fête malgré les difficultés du moment, et l'avenir peut-être du premier État socialiste au monde. Dit socialiste, j'ai pas dit bolchevique, parce que déjà on sent la différence entre un État qui veut devenir communiste, qui se dit communiste, et
et qui pratique le communisme de guerre, et le Parti socialiste. Bon, Tiflis est indifférent, ne vient pas à l'aide des Arméniens. Bon, il y a rien, la Turquie est présente. Bon, du côté azeri, l'Azerbaïdjan est devenu soviétique, et en Azerbaïdjan s'est installé un Herkom. Alors, Herkom, Heraporagan Gomité, un comité révolutionnaire, d'une poignée de communistes arméniens, Moravian, Nouridjanian, Atarbekian, qui est une des grandes figures de la Tchéka, qui, à partir de Bakou, ou à partir de la frontière arméno-azérie, pousse les Arméniens à se révolter contre ce gouvernement au bureau et à l'abattre, pour hâter la soviétisation de l'Arménie, seul moyen de sauver les territoires arméniens de l'emprise turque. Voilà le problème tel qu'il est posé à partir, disons, de la chute de Gals, de la prise d'Alexandropol. Donc, le gouvernement arménien et le peuple arménien en général se trouvent devant la situation suivante. Que faire? Choisir la soviétisation de l'Arménie, c'est-à-dire la protection du frère russe devenu lui-même ayant fait la révolution des paysans et des ouvriers, la fraternité des paysans et des ouvriers communistes de la Russie soviétique, qui existe déjà, ou bien céder devant la Turquie, dont dont la volonté est tout à fait affichée, que ce soit à Gals ou à Gümri, c'est renoncer au traité de Sèvres et au territoire promis aux Arméniens dans l'Anatolie, dans la Turquie. Bon, ça, c'est le grand dilemme qui s'est posé aux Arméniens, au gouvernement arménien, aux Arméniens. Je voudrais vous rappeler aussi que, au moment où la question se pose, comme ça, dans ces termes-là, le Karabakh a été déjà plus ou moins boulotté, je pourrais dire, par l'Azerbaïdjan. Le Nakhitchevan a été perdu par les Arméniens. À un moment donné, la République d'Arménie avait annexé, grâce aux Anglais d'ailleurs, grâce à l'aide des militaires anglais, le Nakhitchevan. Mais le Nakhitchevan est une région, on s'est énormément battu entre 18 et 20 et la presque totalité de la population arménienne avait été chassée. Et le Zangezur, où Antranik, vous vous souvenez d'Antranik, où Antranik s'était battu, avait dû, là aussi, à cause des Anglais, finalement, quitter le pays, évacuer, même quitter le pays, pas simplement quitter le Zangezur, quitter l'Arménie, et même avait été transféré, comme vous le savez, aux États-Unis. Pour plus de sûreté. Il nous reste que 20-25 minutes pour parler de l'histoire on y arrive, le sujet parce d'aujourd'hui. Il y a un enchaînement tel que ce n'est pas possible de comprendre autrement les événements. Vous avez raison. On peut pas. Bon. Donc, que faire? Vraiment, que faire? Bon. J'essaye d'imaginer. On a beaucoup écrit là-dessus. Et les survivants, parce qu'il y a quand même des survivants, il y a eu beaucoup de massacres après. Que ce soit pendant les événements qui vont se passer entre septembre et décembre 1920, ou bien après février 1920, après l'insurrection, il y a eu beaucoup de cadavres, beaucoup de gens qui sont restés sur le terrain. Puis il y en aura beaucoup plus parmi ceux qui resteront en Arménie dans la période communiste. Bon, mais néanmoins, les survivants ont écrit. Bon, on a énormément écrit sur cette question. Et pendant des dizaines et des dizaines d'années, même jusqu'à aujourd'hui, les quelques personnes qui s'intéressent encore à cette question, et disons l'ensemble des gens qui s'intéressent au traité de Sèvres et aux promesses du traité de Sèvres et à la à la sentence arbitrale de Wilson qui arrive le 22 novembre 1920 quand l'Arménie pratiquement a cessé d'exister. 22 novembre 1920, l'Arménie est indépendante. Et qui accorde les extensions territoriales que vous connaissez jusqu'à Van et Zulu, mais même pratiquement jusqu'à Mouche. Cette fameuse carte de l'Arménie. Quand vous dites l'Arménie a cessé d'exister, est affaiblie, mais elle existe toujours. Elle résiste toujours, mais elle résiste dos au mur. L'armée turque est à quelques heures. Non, mais c'est important de dire que l'arbitrage de Wilson qui arrive le 22 novembre arrive au moment où l'Arménie existe encore. Elle résiste encore, mais elle résiste le dos au mur. Bon, elle résiste, vous avez tout à fait raison, elle résiste le dos au mur, mais enfin cette sentence arbitrale arrive de la part d'un homme qui lui-même va être balayé par les élections aux États-Unis,
et emporté par la maladie. Parce que quand on parle de Wilson, il faut aussi remettre en place le personnage à l'intérieur de l'histoire des États-Unis, ce qui n'est pas rien non plus. Alors, dans cette situation-là, l'Arménie est partagée entre deux dangers, si je puis dire, enfin pour le gouvernement arménien. Se laisser soviétiser, c'est-à-dire accepter l'éventualité qui avait été refusée quand Aronian avait été envoyé en Europe pour négocier le traité de Sèvres, c'est-à-dire au début de l'année 1919. On lui avait donné un petit message en disant « L'Arménie ne pourra pas survivre seule, elle a besoin d'un mandataire, c'est-à-dire d'une puissance qui viendra l'aider à créer une démocratie, à créer une économie, à restaurer la société, à sécuriser ses frontières. Il faut un État mandataire. Et on avait fait une liste des États mandataires. Dans cette liste des États mandataires, il y avait, dans l'ordre, je ne me souviens plus, les États-Unis, la France en troisième position, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Russie en dernière position, parce que la Russie, le mandat sur la Russie, ça voulait dire revenir au sein de l'Empire russe. C'est effectivement ce qui va se passer. Bon. Donc, c'était choisir entre la Russie et la Turquie, kémaliste, qui ne reconnaît pas le gouvernement signataire là-bas à Istanbul, mais V, le calife, bon, avec des gens qui sont déjà des musulmans un peu de façade. Kemal n'est pas du tout un religieux, mais il sait utiliser les forces politiques religieuses de l'islam. Ça, il le sait admirablement. Mais ça se complique encore d'une autre façon. La Russie lutte contre les impérialismes, la France et l'Angleterre. La Russie entend répandre la révolution mondiale. Et la révolution mondiale, ça ne concerne pas simplement l'espace russe ou le Caucase, ça consiste l'Europe. Et en Europe, il y a un pays à ce moment-là qui intéresse beaucoup la Russie, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui est travaillée par des forces révolutionnaires communistes. Bon. La Russie bolchevique déclenche des campagnes contre l'impérialisme colonial de la Grande-Bretagne et de la France. Donc, la Russie est un élément extrêmement dangereux pour les Occidentaux. Ils sont intervenus, etc. Ils n'ont pas reconnu l'Union soviétique. Ils ne le reconnaîtront pas avant 1924. Et de l'autre côté, les bolcheviks russes et caucasiens ont très bien compris qu'ils peuvent utiliser la force révolutionnaire de Mustafa Kemal contre l'impérialisme anglais et français. Soulever le peuple turc en Anatolie, établir une alliance avec ce mouvement contre la France et l'Angleterre. Libérer cet espace de la tutelle de la France et de l'Angleterre, évidemment libérer des Grecs, etc., etc. C'est encore la suite de cela. Et vous savez comme moi, ça, c'est le Tachnakhtun l'avait dénoncé pendant des années et des années. Moi, dans mon enfance, quand j'assistais, en général, rue Cadet, il y avait rue Cadet, un grand immeuble dans lequel était commémoré le 28 mai et le 18 février. Dans les discours du 18 février, il était toujours rappelé que les bolcheviks avaient fourni en or et en munitions le mouvement kémaliste à travers la frontière de l'Arménie. Et quand on avait fait ce reproche à Lénine, qui est encore vivant, il avait dit « mais c'est parce que l'Arménie se trouve sur le front de la révolution internationale. » Vous comprenez ? Donc, lutte. Bon. Donc, choisir la Russie, choisir la soviétisation, c'est aussi choisir l'alliance à terme entre la Russie et Ankara, qui est la nouvelle capitale de ce mouvement kémaliste, et qui va en effet abandonner Polis, Istanbul, corrompue, européenne, livrée, occupée d'ailleurs par les Alliés à un moment donné. Bon. Et donc les Arméniens sont pris vraiment, Vratsian, dans sa célèbre histoire de la République d'Arménie qu'il publie pour le 10e anniversaire de l'indépendance en 1928, Hayasane Arabedutun, dit justement que le peuple arménien avait été pris entre le marteau bolchevique et l'enclume turc, entre le marteau et l'enclume. Bon. Alors, tout ceci
va se nouer définitivement, lorsque le 29, lorsque la situation étant devenue absolument intenable en Arménie, le gouvernement Buru donne sa démission le 25 novembre. Alors, je vous rappelle que le 22 novembre, c'est la sentence arbitrale de Wilson. Le 25 novembre, le gouvernement Buru donne sa démission. Bon. Et un nouveau gouvernement mixte, Vratsian, vient en place. Je dis mixte parce que pour la première fois dans ce gouvernement, il y a des Tashnaksakan, Vratsian, président du Conseil, Dro, qui est le ministre de la guerre, qui remplace Rupen, et puis deux socialistes révolutionnaires, Minachorian et Khantkarian, enfin qui sont des personnages d'intellectuels magnifiques. On ne va pas revenir aussi ce que c'est que les socialistes révolutionnaires. Enfin, c'est un gouvernement qu'on pourrait appeler aujourd'hui de coalition. Un gouvernement de coalition qui entretient immédiatement des pourparlers avec la délégation venue de Moscou, la délégation dite Legrand. Ce Legrand, malgré son nom français, est un Russe, qui est arrivé à Yerevan avec une délégation de 47 communistes de tout poil et de toute origine, pour amener les Arméniens à accepter la soviétisation de l'Arménie, au nom de la sauvegarde et de la sécurité du peuple arménien. Voilà. Alors, ces discussions entre Legrand et le gouvernement arménien Vratsian ont aussi, pendant des années et des années, nourri la littérature anti-Tachnak en Union soviétique. Je vous rappelle que en 1923, Kachaznouni, fameux Kachaznouni, a écrit un livre qui s'appelle Tashnakstuna al-Panchuni Enelik, le Tashnakstuna n'a plus rien à faire, qui a de nouveau alimenté cette littérature, et je me souviens très bien qu'en 71-72, le bouquin de Kachaznouni était dans la partie cachée secrète de la bibliothèque Mieslikian à Yerevan, où quelques personnes venaient prendre des notes pour ensuite faire des articles contre le Tashnakstuna. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable, cette légende qui a duré. Le Tashnakstuna étant présenté à l'époque soviétique comme si elle était une force présente en Arménie et dangereuse pour l'État arménien, en tous les cas pour l'État soviétique. Bon, alors c'est ce gouvernement de Vratsian qui va prendre la responsabilité d'entreprendre, alors poussé par Legrand, par Ordzhonikidze, qui est le bolchevique installé à Tiflis, par le Herkom, qui est, lui, installé en Azerbaïdjan, d'entreprendre immédiatement des pourparlers avec la Turquie à Alexandropol. Et on envoie, alors, Khadisian, qui se trouvait à Tiflis de retour d'une grande tournée en Amérique pour ramasser de l'argent pour soutenir la République d'Arménie, qui est l'homme le plus compétent, le plus diplomate, et qui, le 2 décembre, va signer à Alexandropol ce fameux traité dit d'Alexandropol, par lequel l'Arménie renonce au traité de Sèvres, tout ce qu'il y a dans le traité de Sèvres, rend Garcé Ardahan, parce que ça, c'est pas dans le traité de Sèvres, rend Garcé Ardahan, Garcé Ardahan, renonce à son armée, ne conserve qu'une armée de 1500 hommes. Enfin, il y a toute une série d'abandons absolument effrayants, moyennant quoi l'armée turque n'avancera pas vers Yerevan et n'entreprendra de divers... Bon, ça dans une atmosphère catastrophique, où les Turcs ont déjà mobilisé les jeunes gens qu'ils ont trouvés dans la région de Kars, les ont transformés en amalades comme à l'époque de l'Empire ottoman, c'est-à-dire en travailleurs de force, ont déjà réquisitionné, ont déjà pillé, dans une atmosphère de terreur totale. Et nous connaissons la fin de cette histoire parce que à partir d'Alexandropol, Khadisian envoie télégramme sur télégramme à Yerevan et reçoit télégramme sur télégramme de Dro qui dit « Faites ce qui vous semble bon, prenez des décisions ». Bon, mais j'ai omis de dire une chose essentielle, c'est que nous sommes le 2 décembre, mais le 29 novembre, le Herkom, alors les gens que j'ai cités tout à l'heure, Maravian, Urjanian, Atarbekian, etc., qui connaissent,
qui sont des bolcheviks arméniens de l'extérieur, qui connaissent mal le pays, en tous les cas de l'intérieur, ont traversé la frontière du côté de, sur la route de Diligent, du côté de Tchevan, dans le nord, enfin, sur la frontière arméno-azerie, et ont proclamé la soviétisation de l'Arménie. Bon, il existe donc une sorte de gouvernement fantôme de Herkom, le 29 novembre, bon, qui proclame que l'Arménie a été soviétisée et qui, si l'Arménie a été soviétisée, par conséquent, cette Arménie soviétisée ne peut pas reconnaître ce traité d'Alexandropol, tandis que le gouvernement Vratian, qui discute avec le Grand ou avec les représentants de le Grand, lui a accepté que Radician prenne la décision de signer le traité d'Alexandropol et de renoncer au traité de Sèvres. Bon. Voilà la situation. Et cette situation va se prolonger quelques jours, puisque le 2 décembre, le gouvernement Vratian donne sa démission pour être remplacé par un nouveau gouvernement qui ne durera que 2 jours, qui est le gouvernement de gauche qui comprendra Dror Terterian et des communistes arméniens pour faire une sorte d'amalgame entre le Herkom et les Tashnaksagan, mais cette comédie ne dure que 2 jours, le 4 décembre. Le 4 décembre, l'Arménie est soviétisée, le Herkom et les communistes arméniens sont à Yerevan, bon, et instaure à Yerevan un régime communiste. Bon, je dis bien communiste parce que, pour aller vite, donc l'armée s'est retirée, l'armée turque aussi s'est retirée, l'armée turque a conservé Kars, puisqu'ils l'ont, bon, Kars et Ardahan. L'armée arménienne s'est retirée de Gümri, d'Alexandropol, et notre gouvernement de Herkom va introduire en Arménie ce qui existait à Saint-Pétersbourg et à Moscou, enfin Saint-Pétersbourg qu'on appelait Pétrograd à l'époque, c'est pas encore Leningrad, le communisme de guerre, c'est-à-dire la collectivisation de tout ce qui peut exister, le blé, les instruments aratoires, la collectivisation de tout agraire, et le communisme de guerre, c'est-à-dire la guerre civile. Il proclame la nécessité de la guerre civile en Arménie, c'est-à-dire malgré toutes les promesses qui avaient été faites de donner aux Tashnaksagan la sécurité, leur libre déplacement, éventuellement leur départ pour la Géorgie ou pour l'étranger. Tout ça n'est pas respecté et c'est un assaut contre les institutions arméniennes et contre les paysans arméniens qui d'ailleurs avaient espéré qu'avec la Russie, le retour de alors, ce gouvernement, j'ai omis quelque chose d'important, ce gouvernement arménien communiste est soutenu par la 11e armée rouge, qui soutient ça, et qui est constitué aussi de toute une série de soldats plus ou moins dépenaillés, affamés, qui sortent de 2 années de guerre civile en Russie, et qui n'apportent pas aux Arméniens ce qu'ils espéraient, c'est-à-dire la prospérité, la paix, la sécurité. Au contraire, il s'instaure pendant les 82 jours où va durer ce régime communiste entre donc le 2 décembre, mettons le 4 décembre 1920 et le 18 février 1921, il va y avoir un régime, entre guillemets, de terreur en Arménie. Alors, concrètement, voilà. Arrestation. Les grands chefs militaires silikiens, nazarbékiens sont arrêtés, exilés vers l'Azerbaïdjan. D'autres sont mis en prison. D'autres seront, à la fin de cette période, ça se terminera par des tueries à l'intérieur de la prison de la Tchéka, à Tarbekian, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Yerevan. On ira jusqu'à tuer à la hache, pas décapiter comme les musulmans, mais tuer à la hache des Tashnaksagan dans les prisons. Et quant à la paysannerie arménienne, affamée déjà et complètement opprimée par ce régime de confiscation, de collectivisation de tout, elle va alimenter les premières manifestations d'insurrection qui commencent dès le 13, 14, 15 février dans la région d'Aragaz, qui trouvent des échos évidemment extrêmement favorables chez les réfugiés arméniens de Turquie. J'ai parlé tout à l'heure de Moucher Ishran, et qui aboutiront à l'insurrection d'Yerevan le 18 février.
Qu'est-ce que j'ai dit? Moshe Richran. Ah, j'ai dit Moshe Richran, excusez-moi. Alors, Ça, en termination, quelques mots sur la situation dans le Zangezur. Alors, on va pas dire que il y a un lien direct entre le Zangezur. On va pas dire qu'il y a un lien direct entre l'insurrection du 18 février et le Zangezur, mais quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe depuis un certain temps? Vous avez rappelé Antranik tout à l'heure. Ce qui se passe. Il y a aussi l'action de Karekin Nechté sur place. Alors, il y a plusieurs... Voilà. L'insurrection du 18 février arrive au moment où, déjà, le Zangezur, depuis l'hiver 1920, est en état d'insurrection, sous la direction de Karekin Ishran. Je montre ici... Karekin Nechté. Karekin, bon, décidément, excusez-moi. Karekin Nechté, Karekin der Harutunian, bon, Nechté, qui est une figure de patriote arménien, Tashnak Tsagan, mais un peu illuminé, il faut bien dire les choses comme elles sont. Ce livre a été publié, les œuvres de Karekin Nechté ont été publiées à Yerevan par les archives en 2002. Et autant que je me souvienne, il y avait une station de métro, non, maintenant à Yerevan, non? Nechté est une figure populaire à Yerevan et était populaire en 91 au moment de l'indépendance de l'Arménie. C'était une des figures du passé qui est réapparue tout de suite. Alors, qu'a fait Karekin Nechté dans le Zangezur? Voilà, je montre une carte ici qui est tirée des œuvres de Karekin Nechté publiées, alors cette fois-ci au Liban. Carte du Zangezur insurgé. Karekin Nechté, reprenant là en quelque sorte l'héritage d'Antranik, a soulevé le Lerna Hayastan contre la possible annexion du Zangezur, comme le Karabakh, par l'Azerbaïdjan. Et ça, c'est quelque chose qui restera. Il faut peut-être dire pour l'histoire que, vous l'avez dit, mais disons-le d'une manière plus précise, sans cette action aux Zangezur, aujourd'hui, le chemin entre la Turquie et l'Azerbaïdjan serait grand ouvert. Voilà, donc c'est l'Arménie avec la résistance de Karekin Nechté qui a fait en sorte que l'Arménie puisse être restée. Pas seulement l'Azerbaïdjan, surtout avec l'Iran. L'Iran, le plus important, c'est que si vous regardez une carte, le seul espace avec la Géorgie, la seule frontière qui ouvre sur le monde extérieur, c'est l'Iran, et il se trouve qu'aujourd'hui, cet Iran a pris, ou va prendre une importance de plus en plus grande, par la vallée de l'Arax. Bon. Donc, Karekin Nechté, d'un côté, avec autour, à un moment donné, une sorte de capitale que sera le monastère de Tatev. Là, aujourd'hui, on arrive par funiculaire, mais qui à l'époque était un haut lieu extrêmement difficile à prendre. Bon. Et où Karekin Nechté, toute sa troupe, se livre à des exactions entre les bolcheviks qui seront sujets de controverses après. Bon. De l'autre côté, à Yerevan même, il va se constituer un comité de salut public. Un comité de défense de la patrie, avec des sous-comités un peu partout dans les régions arméniennes, enfin dans les différents centres arméniens, qui est dirigé par Vratsian et avec alors toute une série de personnages extraordinaires. J'ai lu, je voudrais rappeler aussi que dans le sixième volume des mémoires de Vratsian, enfin Genki Urinerov, j'ai été sidéré, il n'y a pas d'autre mot, par la quantité de photos et qui ont survécu à cet événement. À croire qu'un peu partout en Arménie, après le 18 février, les organismes qui se sont mis en place, que ce soit militaires ou civils, la première chose qu'ils ont eu à faire, ou qu'ils ont fait, c'est de se faire photographier et de laisser ainsi des traces pour l'avenir, de montrer que ce mouvement, c'est un mouvement populaire qui n'est pas du tout un mouvement uniquement jailli, germé dans la tête de quelques intellectuels, Tashnak, etc. Bon. Alors, ce mouvement du 18 février 1921 ne durera que jusqu'au 1er avril 1921. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est fait réellement sur le terrain? Il ne s'est pas fait réellement grand-chose. Que voulez-vous faire en 6 semaines? Vous prenez en main l'administration, vous essayez de remettre en place les choses. Qu'est-ce qu'on fait? On chasse les communistes? On essaye de se débarrasser des bolcheviks, mais ils n'étaient pas très nombreux, ces bolcheviks. C'était une poignée d'individus. Et surtout, on essaye d'entrer en contact avec le monde extérieur.
Parce que si l'Arménie était isolée avant, là, elle est encore plus isolée. Puisqu'il y a les Russes d'un côté en Azerbaïdjan, la Turquie, les Turcs sont à la frontière, là ils sont quand même accumulés. Ils se sont un peu retirés, mais enfin il y a aucune chance. Alors justement, je vais revenir là-dessus. Et puis qu'est-ce qui se passe du côté de l'Occident? Les grands alliés, l'Angleterre et la France. Or, il se trouve qu'au même moment, janvier 1921, il y a une conférence à Londres. Et cette conférence de Londres, qui a reçu deux délégués turcs, l'un qui vient de la part du sultan, c'est-à-dire du co-signataire du traité de Sèvres. L'autre, qui est un représentant de Mustafa Kemal. C'est la première fois que l'Occident entre en contact directement avec Mustafa Kemal. On en est déjà à la conférence de 1921, où se trouve Aronian et où se trouve aussi Boris Noubar Pacha, à renégocier les termes du traité de Sèvres. Bon. Moi, je pense que cette insurrection du 18 février 1921, c'est aussi apporter des arguments aux plénipotentiaires arméniens qui sont à Londres pour dire l'Arménie indépendante n'est pas finie. Si vous nous aidez, nous pouvons encore continuer à exister. Nous sommes vos alliés naturels, à la fois contre les Turcs et à la fois contre les Russes. Bon, je pense que ce jeu a existé. J'en ai pas absolument la certitude, mais il faut comparer les archives, les mémoires des uns et des autres, les mémoires étant toujours très subjectives. On essaye de se justifier. C'est ce que fait d'ailleurs Vratsian sans arrêt. Là, Vratsian, j'ai vu qu'il n'aime pas du tout Roupen, Milasian. Bon, il règle ses problèmes. D'autant que Roupen est mort à ce moment-là. Donc, il y a ici Jameh Garosassouni, par exemple. J'ai été très étonné. Donc, pourtant, ils se sont retrouvés les uns et les autres au Djemeran de Beyrouth. Le livre de Vratsian est de 67 et le livre de Garos Hassani est de 70. Mais on est en pleine guerre froide. Et on est 2 ans après le cinquantenaire du génocide arménien. C'est-à-dire que toutes ces questions ont été de nouveau revitalisées à partir de 1965. C'est des choses qu'il faut avoir en tête pour savoir comment aussi le Tashnakhtitun a évolué à partir de 1965. Bon, en 6 semaines, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est que des tentatives. Et une des tentatives de Vratsian, c'est dans ce livre-là, c'est de prendre contact avec le gouvernement de Mustafa Kemal, de Karabekir, c'est-à-dire de demander l'aide de la Turquie. On lui a suffisamment reproché. On a dit, vous voyez comment est le Tashnakhtitun, ils ne voulaient pas des bolcheviks, ils étaient prêts à s'entendre avec les Turcs. Bon, la Turquie ne répond pas. Elle répond d'autant moins qu'au mois de mars, ce gouvernement Vratsian du salut de la patrie existe encore à Yerevan. Mars 1921, à Moscou, c'est la signature du traité d'amitié et de fraternité entre le gouvernement d'Ankara et la Russie bolchevique. Mars 1921. C'est une date à retenir. Ce traité d'amitié sera renouvelé en 1925. Et je vous rappelle ce que vous savez tous, enfin j'espère que nos auditeurs savent, en 1945, pour le 20e anniversaire de ce traité, Staline ne le renouvelle pas et lance ce qui va devenir la campagne du Nerkart, autorise la campagne du Nerkart. Donc vous voyez comme toutes ces questions... Le retour des Arméniens de la diaspora comme toutes ces questions-là qu'on croyait finies, enfuies, etc., ressurgissent périodiquement. Et comment l'Arménie, le territoire de l'Arménie, ce que dans ce livre que vous avez présenté ici, l'échiquier arménien, c'est-à-dire ce territoire où s'affrontent la Russie, la Turquie, les grandes puissances directement... Tous les matins sur AFM. Oui, indirectement, cette Arménie est une sorte d'élément de qu'est-ce que je pourrais dire, ce micro-territoire, mais mal placé, si je puis dire. Enfin, c'est complètement ridicule ce que je suis en train de dire là. Ce micro-territoire sert d'éléments de discussion, de négociation, de conflit entre les uns et entre les autres. Bon. Donc, 30 mars 1921, amitié arméno. 21 mars. 21. Amitié turco-russe. Kemalo, entre les kémalistes et la Russie. Les jeux sont faits. C'est absolument fini. Dès le 1er avril, la 11e armée russe, qui entre-temps était allée
soviétiser la Géorgie. Tout à l'heure, j'avais dit la Géorgie indépendante, reconnue, etc. Soviétiser la Géorgie, grâce d'ailleurs à la trahison, l'action traîtresse des Arméniens du Lori et du Djavar qui s'étaient soulevés et avaient appelé à l'aide les bolcheviks contre les Géorgiens. La 11e armée revient, donc en avril 1921, et là il y a une nouvelle négociation entre la nouvelle personnalité nommée par Lénine pour régler les affaires de l'Arménie et assurer une soviétisation douce de l'Arménie, c'est Alexandre Masnikian. Bon. Nom de guerre Al-Mardouni. Or, cet Alexandre Masnikian, que je connais bien relativement, sur qui j'ai un peu travaillé dans le temps, c'est un ancien Tashnaktsagan de Nord-Nakhichevan. Puis ensuite, qui était devenu spécifiste, qui ensuite est devenu marxiste bolchevique, qui avait joué un grand rôle dans la soviétisation de la Biélorussie, et même de l'Ukraine, mais qui est un homme modéré, qui connaît quand même l'histoire du peuple arménien. Je vous ai dit, il a été Tashnaktsagan, il a un passé, et qui n'a rien à voir avec les personnalités du premier Aircom, là, que je vous ai évoqué tout à l'heure, et qui peut-être payera tout ça, puisqu'en 1925, il meurt dans des conditions très très suspectes, dans un accident d'avion, dont on a souvent dit, en tous les cas le Tashnaktsutyun a souvent dit dans la diaspora que c'était un accident qui avait été en quelque sorte suscité. Mais Al-Mardouni, Masnikian, a encore sa statue à Yerevan, comme d'ailleurs Shahoumian, qui est une figure du premier Aircom, mais qui n'a pas eu tellement l'occasion, lui, il n'a pas du tout eu l'occasion d'exercer quoi que ce soit, puisqu'il avait été tué avant la soviétisation même de l'Azerbaïdjan. Bon, alors, à partir d'avril 1920, jusqu'en été avril 1921, en été 1921, reste maintenant le grand problème pour ceux qui ont appartenu à ce gouvernement de salut de la patrie, de faire un choix. Rester ou partir. Rester, ça veut dire, pour certains, accepter de mourir, éventuellement. Rester, ça veut dire accepter la fin de l'Arménie indépendante, même si, théoriquement, cette Arménie soviétique est indépendante, au moins jusqu'en octobre 1921, vous allez voir pourquoi. Rester, ça veut dire renoncer à l'indépendance, accepter le régime soviétique, contribuer au développement du régime soviétique. Partir. Mais partir où? Et comment partir? Mais rester avec des risques aussi d'être... Rester, ça veut dire également subir des risques d'arrestation, d'exécution. Mais c'est ce que j'ai dit. Aller jusqu'au bout. Pour le moment, ce régime de Myasnikan qui s'installe n'arrive pas la haine à la bouche, comme le Aircom, le premier, qui disait on va faire la guerre civile. Il n'est plus question de guerre civile, et d'ailleurs Staline a tensé ces premiers communistes arméniens en disant qu'ils avaient fait Moravian, etc. Vous avez fait des erreurs. Achatovanessian, enfin qui était un historien aussi de l'armée. Vous avez fait des erreurs, c'est pas ainsi qu'il fallait se conduire, etc. Et puis il faut dire aussi que le changement de ton s'explique par autre chose. La révolte du 18 février 1921 n'est pas isolée. Il y a eu la révolte des paysans russes de la Volga. Il y a eu Kronstadt, la révolte des marins dans la région de Saint-Pétersbourg, de Pétrograd maintenant. Donc, il y a un changement là-haut, au plus haut niveau. Et les instances soviétiques, enfin de la Russie soviétique, abandonnent le communisme de guerre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, collectivisation de tout et guerre civile, c'est-à-dire on tue l'ennemi de classe. Mais, au contraire, apaisement et installation de la NEP, nouvelle économie politique. Vous qui vous intéressez aux problèmes politiques de l'Arménie, vous voyez ce que ça représente, c'est-à-dire la possibilité pour le petit paysan arménien, ce qu'on appelait les koulaks en Arménie, c'est-à-dire les riches. C'était toujours un petit paysan qui au mieux avait une vache et peut-être 3 moutons. Bon, le petit paysan arménien qui constitue la base de la société arménienne, et même pour les nouveaux réfugiés, ils n'avaient même pas cette terre-là. C'était l'idée de Roupen en chassant les Tatars, c'était de donner aux réfugiés arméniens une terre qu'ils n'avaient perdue en Turquie, au moins en Arménie, qu'ils puissent vraiment être des paysans. Là, pour le petit commerçant, pour le petit artisan arménien, ça va être quelques années
autour desquels ils vont pouvoir souffler, reprendre courage, recommencer à travailler dans des conditions, disons, libérales au sens étymologique du terme, c'est-à-dire entreprendre, devenir des entrepreneurs. Et pour les intellectuels, c'est aussi une période où on accorde aux intellectuels et aux artistes le libre choix, je mets des guillemets, le libre choix d'une nouvelle esthétique. C'est-à-dire, ils pourront écrire, s'exprimer comme ils l'entendront, etc. Je vous rappelle que c'est la grande période de Challenge. C'est la grande période du futurisme arménien, en peinture, en littérature. Enfin, je ne prends que ces exemples-là dans les années 20. Et vous parliez de ceux qui devaient partir, et partir où, justement? Alors, partir où? Certains pouvaient regagner la Géorgie, mais la Géorgie avait été soviétisée. Mais avec un peu de chance, s'ils gagnaient Batoum, ils pouvaient fuir en Occident. Bon. Du côté de Turquie, on avait envisagé même de partir par la Turquie, mais ça, c'était absolument impossible. Restait forcément l'Iran. Alors là, il y avait 2 routes possibles pour évacuer Yerevan. La légende veut que quelques 10 000 réfugiés arméniens, Tashnaktsevan et leurs familles, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire, sympathisants du Tashnaktsevan, parce qu'il n'y avait quand même pas 10 000 membres du parti, pouvaient évacuer l'Arménie, dans des conditions de sécurité, entourés par des troupes armées. Ça avait été négocié avec Myasnikian. Et l'évacuation aussi du Zangezur. Donc, il y avait l'évacuation par la vallée de l'Arax, le Nakhchivan, aujourd'hui, qu'on ne peut plus passer par là. Si vous faites... vous êtes obligé de passer par les montagnes pour aller dans le Zangezur. Et l'évacuation du Lernashrar, de l'État, de Tatev, etc., le tout en traversant à Merri, à peu près, l'Arax, et avec comme objectif immédiat ce qu'on appelait l'Azerbaijan iranien, c'est-à-dire Tabriz, où cette petite communauté va s'installer. Alors, je n'en ai pas ferni pour autant. C'est lorsque tout ce mouvement a eu lieu, et se termine en été 1921, que Moscou prend en main les 3 gouvernements des 3 États désormais socialistes, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan. Et en octobre 1920, chacun de ces États signe avec la Turquie kémaliste un traité, on appelle le fameux traité de Gals, octobre 1921. La Géorgie en sort gagnante, puisque elle récupère elle récupère Batoum et sa région que les Turcs avaient réclamé au mois de décembre, mais Akhalkalak et Akhalkalak reste du côté turc. Bon, l'Azerbaïdjan du côté turc, l'Akhalkalak. Akhalkalak, qu'est-ce que j'ai dit? Du côté géorgien. Du côté géorgien, gagne un petit bout d'Akhalkalak, parce que une partie d'Akhalkalak reste du côté turc. Bon, Gals reste du côté turc, comme vous le savez. Bon. Et l'Azerbaïdjan aussi, sa frontière avec la Turquie, mais gagne quelque chose, puisque le gouvernement turc impose, dans ce traité de Gals, que le Nakhitchevan soit détaché de l'Arménie définitivement et passe sous obédience de l'Azerbaïdjan. Et la frontière de l'Arménie et de la Turquie, telle que vous la connaissez aujourd'hui, est signée par l'État socialiste soviétique arménien avec Ankara en octobre 1921. Et c'est là que quand on regarde la carte et quand on sait que l'Arménie, réputée indépendante, ces 3 républiques sont encore réputées indépendantes. Ce n'est qu'en 22 qu'elles entreront dans le système de l'Union soviétique. Pour le moment, elles sont indépendantes. Donc c'est en tant qu'elles reconnaissent leurs frontières. Alors, je peux vous demander pourquoi aujourd'hui nous parlons de ces événements du 18 février 1921. En quoi sont-ils plus intéressants pour nous que Avaraïd, qui est la même date d'ailleurs? Je vous rappelle que les protestants arméniens sont en train de commémorer Avaraïd,
là, depuis quelques jours. Enfin, en principe, l'Église L'église arménienne devrait dans son aussi ensemble. commémorer Havaraï. Généralement, pour les Français, c'est le 18 février, qui est une date où, en principe, les fonctionnaires arméniens pourraient, aujourd'hui, prendre un jour de congé. Enfin, aujourd'hui, le 18 février, prendre un jour de congé. Bon. Alors, Havaraï, on comprend bien, c'est le deuxième baptême chrétien de l'Arménie. 18 février 1921, ça se termine par un énorme échec. Bon, énorme échec. L'Arménie est soviétisée. Pour le bien et pour le pire. Parce qu'il va y avoir encore il y a toute une histoire de l'Arménie soviétique, évidemment, derrière. Et en même temps, il y a cette frontière. Cette frontière, je vous rappelle, alors des événements que vous avez suivis ici, les protocoles d'octobre 2009. Les protocoles de 2009, vous vous en souvenez? Les protocoles signés à grand renfort de figures des grandes puissances à Genève, etc., entre l'Arménie et la Turquie, qui devaient amener une réconciliation éventuelle, une ouverture des frontières, une reconnaissance mutuelle, etc. Enfin, un échange d'ambassadeurs, etc. Et puis, l'un et l'autre, ces protocoles ont été enfuis parce qu'aucun des parlements n'a voulu l'accepter, et surtout parce que le gouvernement turc a exigé que le gouvernement de l'Arménie à l'époque, c'est Kocharian à l'époque, je sais bien. Non, c'était Sarkisian déjà. Bon, excusez-moi, j'ai pas revérifié. Que le gouvernement arménien reconnaisse une fois de plus cette frontière, ce qu'elle n'a pas fait. Donc ça reste encore un point sensible, disons. Ce n'est pas la même chose que la reconnaissance du génocide des Arméniens. C'est un autre problème. C'est un autre type de problème. C'est la reconnaissance du génocide des Arméniens. Là aussi, je voudrais quand même rappeler quelque chose qu'on n'a pas suffisamment dit ces temps derniers. La reconnaissance du génocide des Arméniens, c'est une stratégie nouvelle lancée par la Fédération révolutionnaire arménienne après les événements de 1965 en Arménie, lorsque le peuple arménien est descendu dans la rue en criant « Mer horer, notaire, notaire ». Et d'un seul coup, le Tashnakhtutun qui entretenait à Paris la délégation de la République arménienne et donc la fiction d'un État indépendant et d'une revendication territoriale a changé dans son programme, n'a pas renoncé à la réunification de l'Arménie, mais a changé de tactique en utilisant la revendication de la reconnaissance du génocide comme la nouvelle arme politique dans la diaspora et dans les relations internationales. Anna et termination, j'allais dire merci pour cette conférence, une excellente émission qui va nous marquer pour longtemps parce que on a appris malgré toutes les émissions qu'on ait pu faire sur la République indépendante d'Arménie. Encore une fois, on est rentré dans de tels détails et puis une explication du contexte pour mieux comprendre les événements qui ont suivi au mois de février 1921. Et donc, vous nous avez expliqué à la fois les raisons de cette révolte populaire et les conséquences, vous l'avez dit. Bon, je voudrais juste ajouter que le Tashnakhtutun n'était pas déraciné de cette Arménie soviétisée, puisqu'en 1923, les communistes arméniens ont éprouvé le besoin de tenir à Yerevan une conférence sur liquidation du Tashnakhtutun par les militants Tashnak. En 1923, tout à l'heure, vous vous êtes dit partir ou rester, ceux qui étaient restés. Et il y avait plusieurs milliers de militants Tashnakhtsagan reconnus, qui n'étaient pas partis, qui étaient restés, et qui sont venus exprimer, sous la houlette d'Axel Bakuns, le poète Axel Bakuns qui payera plus tard de sa vie, sa poésie un peu trop ouverte, la nécessité de liquider le Tashnakhtutun et pourquoi il fallait liquider le Tashnakhtutun à une époque où, encore en 1923, les anciens Tashnakhtsagan sont plus nombreux que les communistes arméniens. Voilà. Merci Anna et termination, merci à nos auditeurs merci qui à ont vous. suivi. J'aurais préféré que ce soit une discussion et non pas un monologue, mais voilà, j'espère que les auditeurs
pourront je pense que c'est suivre cette conférence. Je suis certain qu'ils l'ont suivi avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme, ce qu'on ressentait aussi dans votre voix. Et nous aurons cette émission sur notre site dans la rubrique archives, cartes sur table, et à tout moment nos auditeurs pourront réécouter ou revoir parce que on est aussi en tous les vidéo. cas, je voudrais rappeler que si au cours des années 20, ou durant les années 20, cet événement du 18 février, les années 20, les années 30 a été souvent commémoré. Il a repris après le Nerkart, après l'échec du Nerkart, et quand la guerre froide a recommencé, a commencé à partir de 1947, entre l'Union soviétique et le monde occidental, de nouveau, dans la presse arménienne, dans Hayrenik, par exemple, à Boston, on voit réapparaître des articles sur les événements du 18 février 21. Bon. Merci à la termination. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.